vous, public, parce que vous êtes d'une attention extrême, vous consacrez du temps à ces entretiens et nous sommes, une des choses qui font notre succès, je crois, c'est aussi la qualité de ce public. Merci aux autorités académiques et aux recteurs. Merci à la 5e chaîne, qui est notre partenaire, qui nous soutient, qui nous aide et qui nous aidera au petit matin. Merci à la 5e chaîne. Et puis je voudrais remercier les présidents de séance, Arnaud Langlomerine hier, directeur général de Nathan Éducation, Monsieur le recteur Moreau aujourd'hui, toutes les paroles aimables qu'il a eues, et puis Alain Bentolila, qui est au premier rang et qui est l'infatigable animateur de ces entretiens. Notre sujet n'était pas le maître unique, mais les maîtres, pluriel. Ce pluriel a un sens profond qu'il faut analyser. De même, ce n'était pas le maître de l'école, bien sûr, ni le maître dans l'école, mais cette formulation que je trouve percutante et heureuse et qui fait levier de sens, l'école en premier, et, conjonction, c'est maître, et ce possessif c'est, c'est-à-dire au service de quelque chose qui appartient à et qui sert. Quelle singularité y a-t-il dans l'écosystème classe et en quoi cette singularité vient fonder un maître qui sait la dominer, elle, cette singularité, sans dominer ses élèves, et agir avec excellence. Je crois qu'il y a un effet classe, il y a un écosystème classe, il y a une alchimie de la classe, quelque chose d'assez mystérieux, de secret. Chacun d'entre vous connaît sa classe. Qui connaît la classe des autres? J'aurais aimé parler d'autre chose, je vais très vite dire simplement une chose très brève sur les nouvelles technologies, parce que ça a été le thème de ce matin, je crois que c'est important. On a parlé d'une nouvelle ère. Il y a 3 ans, j'en avais parlé, il y avait des mouvements de salle. On s'est dit, oh là là, les nouvelles technologies. Je crois qu'il y a un vrai problème de précaution. Nous ne devons pas recommencer informatique pour tous. Les machines dépassées, avec le lobby des industriels, c'était Thomson à l'époque, maintenant je crois que le temps a roulé. Des formations courtes, inadaptées, trop rapides, non suivies. Aucune substantielle prise en compte de l'économie pratique et concrète de la classe, des établissements, des salles, des problèmes de vol, des problèmes de sécurité, etc. Je dirais une seule proposition, que les experts se prononcent, disent comment ils vont faire pour Internet pour tous, et ensuite multiplions les sécurités par 3. 3 fois plus de délais, 3 fois plus de crédits pour préparer, 3 fois plus d'options de livre-choix, et reportons à 3 ans les effets d'annonce. Il me semble que cette règle de 3 sera assez efficace pour faire Internet pour tous. Avant d'abandonner la classe pour le site, essayons tout de même de faire en sorte que l'entrée des nouvelles technologies soit au rythme vrai, de la vie vraie, dans les classes et des établissements. C'est la classe un lieu où l'utopie travaille, mais à son rythme et en respectant son écologie propre. Voilà ce que je voulais vous dire. 3 mots en conclusion. Le métier est un métier difficile, le métier est dur, c'est difficile d'en être un maître, les pressions sont multiples. N'ajoutons pas à la pression. Trouvons les lois systémiques de fonctionnement et aidons à ce moment-là à ce que le mouvement se fasse dans le sens du poil de ces lois, appliquées avec tact et sensibilité, et non pas par une pression sur le système. Bien sûr, tous les systèmes d'éducation au monde sont en crise. La culture scolaire est fragile, vulnérable partout dans le monde. Mais l'école de France, je crois, a beaucoup de chance d'avoir cette espèce rare et en voie de démoralisation qu'on appelle ses maîtres, au pluriel, ses maîtres. L'armature humaine de ce corps n'est pas égale selon les pays. En France, ce corps a atteint individuellement et collectivement le statut de maître dans son art. Il est d'une qualité que je crois sans reproche. Bien sûr, cette qualité n'est pas un label immobile, un diplôme acquis à 25 ans. C'est le fruit d'un travail sur soi. Il faut le continuer. C'est ce que nous apprécions en vous et c'est ce que nous aimons faire avec vous. Merci. Alors, je sais que vous avez envie et besoin de vous exprimer maintenant. Il y a une question qui revient énormément aussi bien de l'amphi Richelieu que de cette enceinte, c'est celle du sens de l'échec. Qu'est-ce que c'est que l'échec? Est-ce que c'est une nécessité de sélection? Est-ce que c'est un moment propice par l'analyse que l'on peut en faire à une conquête que l'on ouvre?
Daniel Salnave en a dit quelques mots tout à l'heure rapidement, Philippe Mérieux aussi. Je vais leur donner la parole, mais alors de façon vraiment brève. Daniel. Mais c'est pas de ça que j'avais envie de parler, parce qu'il y a une question qui m'a touchée et à laquelle je voudrais non pas donner une réponse, mais donner une indication de réponse. Elle concerne, dit en des termes qui sont empruntés à la psychanalyse, mais qui tout de même sont légitimes, toute proportion gardée. Que faites-vous de la question du transfert et du contre-transfert dans le rapport maître-élève ? Moi, je ne la poserai peut-être pas comme ça parce que je suis moins habituée au vocabulaire de la psychanalyse, mais je dirais que tout simplement, j'ai le souvenir d'avoir eu une relation qui n'était pas esclavagisante, de rejet, mais aussi d'affection envers un certain nombre de ceux que j'appelle mes maîtres, qui étaient en général des femmes, puisque de mon temps, les écoles, les lycées, etc., étaient séparés selon les sexes. Je dirais qu'au fond, pour moi, il y a deux mécanismes. Et qu'en tant que professeur, je l'ai vécu depuis le temps que j'enseigne. À mon avis, il y a deux mécanismes. Il y a un mécanisme que j'appellerais platonicien, qui est celui du banquet, qui fait que c'est l'amour du maître qui guide vers la vérité. De cet amour du maître qui guide vers la vérité, malgré l'admirable éloge qu'en fait un livre récent, celui d'Alan Bloom, L'amour et l'amitié, je crois qu'on est obligé de se défier et qu'on ne peut pas le penser aussi, je dirais, innocemment peut-être instruits que nous sommes, en particulier par la psychanalyse. Mais moi je penserais à un autre rapport qui est, si j'ose dire, le rapport inverse. Il m'est arrivé de prendre affection pour des maîtres, et non pas pour le savoir à cause d'eux, mais pour eux à cause du savoir qu'ils m'avaient transmis, parce qu'ils m'avaient ouvert un champ d'expérience et de liberté, parce qu'il m'avait fait comprendre, parce qu'il m'avait véritablement introduit dans ce monde commun qui est le monde des hommes, auquel, quand je dis hommes, je ne suis pas politiquement correct, je veux dire les hommes et les femmes, bien sûr. Donc ils m'ont introduite dans ce monde, et à cause de cela, car, comme dit Aristote, on aime apprendre, on aime comprendre, on aime ceux qui vous font apprendre et qui vous font comprendre. Et je crois que cette relation-là, on ne peut pas la négliger. La relation platonicienne existe, elle est dangereuse, il faut la manier avec la plus grande précaution possible, car je partage le diagnostic qui a été fait tout à l'heure, la validité d'un discours ne doit jamais venir de la position de celui qui le profère, mais malgré tout, quelqu'un peut vous faire aimer, parce qu'il parle très bien de la poésie grecque ou des mathématiques, il peut vous les faire aimer. Mais en revanche, parce qu'il vous a fait aimer les mathématiques, quelqu'un qui n'était peut-être pas au départ aimable, vous devient aimable à cause de cela. Et moi, j'attache beaucoup d'importance à cette relation. Nous la vivons tous en tant que professeurs, enseignants. Et je crois qu'elle fait partie d'une manière qui doit être traitée délicatement, qui ne peut être ni théorisée, ni rejetée. Elle doit faire partie de notre expérience et nous pouvons la parler ensemble. Oui, moi, je suis partagé entre l'envie de réagir sur ce que vient de dire Daniel Salnave et de parler du problème de l'échec qui me paraît très important. Juste un mot pour dire que ces phénomènes identificatoires sont évidemment des phénomènes qui existent. On ne peut pas déclarer l'abolition de l'affectivité par décret, même dans l'école républicaine dévouée à la raison. C'est pas possible. De toute façon, elle circulera. Tout le problème est de savoir si la médiation du savoir permet à l'élève de se dégager de l'influence et de l'impact du maître. La littérature, là, est extrêmement intéressante. Je fais partie de ceux, et nous sommes très peu nombreux, et je l'ai déjà dit d'ailleurs dans ces entretiens il y a 1 ou 2 ans, qui militent d'une façon absolument obstinée et sans aucun espoir de réussite sur la nécessité d'introduire l'étude littéraire, des grandes œuvres littéraires dans la formation des maîtres comme moyen pour lire l'expérience éducative. Il faudrait lire, par exemple, La confusion des sentiments de Stefan Zweig pour comprendre les dangers de la captation entre le maître et l'élève. Il faudrait relire, parce qu'à notre âge, on relit Les Maîtres de Maurice Genevoix pour comprendre ce que ça peut être un maître qui opprime et un maître qui fait grandir. Il faudrait relire Le Sagouin de Mauriac et entendre ce que moi j'ai envie de référer au vieux concept augustinien d'illuminatio. Le maître est celui qui me donne à entendre et qui me donne à comprendre ce dont d'une certaine manière je me libère de lui en me l'appropriant et en disant « Bon Dieu, mais c'est bien sûr, je l'avais déjà toujours compris et pensé ». C'est-à-dire le savoir me devient mien parce que l'autre n'est pas le savoir, mais qu'il a du savoir. Je crois qu'il y a une distinction là tout à fait essentielle. Quand l'autre, quand le maître est EST le savoir,
Il me faut aimer le maître pour aimer le savoir, et si je rejette le maître, je rejette le savoir, je suis dans une relation folle. Si j'accepte que le maître a du savoir qu'il peut me faire partager, et si je suis capable de créer cette distance entre le maître et le savoir qu'il me fait partager, alors je crois que je peux échapper au phénomène d'identification et de captation. Merci Philippe. Sur l'échec, on fera de nouveaux entretiens sur l'échec. Je vais donner sur le même sujet la parole à Luc Ferry. Oui, moi je vous écoute tous les deux avec beaucoup d'intérêt. Je vous trouve très intelligent, mais un peu trop, parce que j'ai l'impression qu'en fait... le souvenir qu'on a dans l'expérience, en tout cas, moi c'est la mienne, mais je ne crois pas que ce soit isolé, c'est d'avoir, dans notre vie scolaire, universitaire ou lycéenne, d'avoir rencontré en gros 2 ou 3 personnes formidables, pour dire les choses simplement, qu'on a adorées, qui nous ont fascinés, qui nous ont séduits. C'est peut-être très mal, mais ça a quand même très bien marché. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est vraiment quand même comme ça que ça passe aussi. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai le sentiment toujours que la pédagogie par ordinateur, même quand c'est très bien fait, même quand vous voyez par exemple les logiciels d'apprentissage des langues vivantes, souvent sont très bien faits, les CD-ROM interactifs, tout ça. Mais ça marche jamais parce que, enfin, ou ça marche très modérément, parce qu'en fait cette relation-là, même quand elle prend des formes qui ne sont pas politiquement correctes, qui ne sont pas rationalistes et républicaines, elle est quand même absolument essentielle. Et même la fascination, même la séduction, je dirais, ça fait partie de la chose. Et ça produit finalement, au total, il me semble, en tout cas dans mon expérience, beaucoup plus de très bons effets que de mauvais effets ou que d'effets pervers. Et là, je crois qu'il faut en tenir compte. Puis j'aurais un petit point de désaccord aussi, peut-être, pour après tout briser un peu le consensus, parce qu'on est tous très polis là, mais on a quand même entre nous, au fond, quelques points de désaccord. Avec Daniel, ou en tout cas j'aimerais bien savoir si c'est un vrai point de désaccord ou pas. C'est que moi j'ai le sentiment qu'on peut aussi bien travailler sur des contenus contemporains que sur des contenus classiques. Bon, ça, je pense pas qu'il y ait de désaccord entre nous, puisque en plus toi tu enseignes le cinéma et à partir de films, mais quelquefois même, j'aurais envie de dire, à partir de contenus contemporains, même vulgaires au sens propre du terme, on peut tirer des choses très intéressantes. Je pense par exemple pour les petits au fait que la plupart d'entre eux sont passés avec passion par les vidéos de Walt Disney. Il ne faut pas se voiler la face, c'est vrai. La plupart d'entre eux ont vu Pocahontas, Le Roi Lion, etc. Alors ce qu'on dit, et la plupart d'entre eux, j'ajoute, ont également joué avec les Game Boy, les Super Mario, etc. Alors est-ce qu'on dit, moi vivant, ça n'entrera jamais dans ma classe, ou est-ce qu'on dit, à partir de ce matériel-là, on peut faire éventuellement quelque chose d'aussi intelligent ou d'aussi intéressant qu'avec un matériel classique, ou en tout cas, parce que c'est peut-être pas entièrement vrai ce que je dis là, faire le lien justement avec des grands problèmes classiques de vie amoureuse, de vie et de mort, comme disait Philippe Mérieux tout à l'heure, qui se posent en effet dans des littératures plus traditionnelles. Autrement dit, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on n'oppose pas a priori culture classique et culture contemporaine, même sous ces versions dégradées, et qu'au contraire, on réfléchisse à la possibilité d'utiliser ces matériaux contemporains pour faire un lien avec la culture classique, même encore une fois quand ces matériaux contemporains ne sont pas très brillants. Alors je vais sûrement vous faire hurler intérieurement ou peut-être extérieurement, j'espère que non, mais j'ai vu un travail absolument magnifique fait par des gens très intelligents, sans aucune démagogie, sur Hélène et les garçons. Ça peut paraître bizarre, mais c'était extraordinairement intéressant, intelligent, et il partait de l'idée justement, au fond, qui reprenait d'ailleurs à Finkielkraut, qui est l'idée que même dans cette espèce de sous-culture, parce que c'est quand même en effet une sous-culture, il y a des hiérarchies. Il y a des hiérarchies de valeurs, de sentiments, de qualités, d'intérêts, et que après tout, c'est pas forcément toujours négatif que de tenir compte de cette réalité extérieure à l'école, qui de toute façon est en effet une réalité. Et encore une fois, pas par démagogie, pas pour baisser les bras, pas pour baisser le niveau, mais pour se dire que si ça passionne autant les gamins aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à aller y voir. Et pareil pour les jeux vidéo, dont la plupart des enseignants et la plupart des parents ignorent jusqu'au contenu. Mais ce contenu, quand on le regarde de près, il est sinon très intéressant, en tout cas très significatif. Donc ce que je crains toujours, c'est que dans l'opposition entre ceux qui veulent ouvrir l'école sur la vie présente et puis ceux qui auraient pour slogan, je le dis, cum grano salis, Gardarem ou Balzac, il y ait une opposition un peu à dépasser. Voilà.
Non, mais là, tu me fais dire quelque chose dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, en tout cas. Et tu dis quand même aussi que j'enseigne un département d'art du spectacle et j'enseigne le récit cinématographique. Quand j'ai affaire à des étudiants de première année, quand je leur demande de parler des films qu'ils vont voir et quand je leur demande d'apporter des cassettes de films qu'ils aiment, je dois d'abord découvrir que j'ai Sauvé Willy 2, Alien 4, etc. Et je ne les écarte pas. Pour moi, que l'école ne s'ouvre pas à la vie, ça veut dire qu'elle ne s'ouvre pas aux passions sociales et autres voiles. C'est ça que je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'ouvre pas à l'expérience réelle de mes élèves ou de mes étudiants. Ça veut dire que tout de même, si j'étudie, mettons, avec eux Alien 4 ou Sauvé Willy 2, je préférerais leur montrer qu'il est plus intéressant, plus enrichissant et plus agréable, au bout du compte, de s'intéresser à des films de Fellini que de s'intéresser à Sauvé Willy 2. Et je pense que ma démarche, elle est avec eux, que petit à petit, je l'espère et parfois je pense y réussir, de les faire se déprendre de certaines habitudes qui les tournent vers des films ou des téléfilms de catégorie médiocre, voire franchement mauvaise. Et si au bout de quelques mois, j'ai l'impression qu'ils se tournent plus naturellement vers des œuvres qui, à moi, me paraissent meilleures, mais pas seulement à moi, dont on peut démontrer qu'elles sont quand même plus riches, plus variées, plus complètes, plus profondes et plus questionnantes, ben je suis assez contente. Il me semble que c'est ainsi qu'on peut effectivement travailler sur des œuvres médiocres, à condition qu'on ne pose pas en postulat toutes les œuvres se valent, et puisqu'elles font partie de leur expérience, elles valent bien celles qui font partie de ton expérience à toi, selon une célèbre distinction, ou plutôt indistinction, que vous reconnaîtrez au passage. Oui, très bien. Alors, par rapport à ça, moi, Alain, je ne me suis pas du tout exprimé sur ce sujet. Je voudrais dire que... C'est bien le seul. Hein. Non, sur la question des objets, des objets d'étude, moi je partage totalement l'avis de Luc Ferry. Ce qui me paraît important, c'est pas d'opposer un savoir trivial à un savoir noble qui serait un savoir scolaire, c'est d'être capable de proposer un savoir vivant à des gens qui vivront mieux, plus heureux, plus libres et plus unis grâce à ce savoir. Et si Victor Hugo est meilleur qu'Hélène et les garçons, c'est pas parce que je l'impose, c'est pas parce que l'Académie française a décidé qu'il en était ainsi, c'est parce que moi, pédagogue, je suis capable de faire entendre que dans Tempête sous un crâne, il y a des formes d'humanité qui sont portées à leur degré de formalisation les plus extraordinaires et qui sont indépassables. Donc, la question n'est pas d'accepter ou de refuser, c'est de partir de ce que les élèves lisent et effectivement regardent, mais de réussir non pas à leur imposer artificiellement et au nom de normes scolaires extérieures, et c'est là où on divergerait sans doute, de leur imposer des savoirs compris et conçus comme étant plus nobles que d'autres, mais de leur proposer et de mettre à l'épreuve de leur propre intelligence des savoirs que je considère comme culturellement capables de les aider. C'est pour ça que je parle souvent de la modestie de l'universel, et que je dis l'universel n'est tolérable en pédagogie que s'il est modeste, c'est-à-dire que s'il n'est pas ce qui s'impose, mais ce qui s'éprouve dans le rapport pédagogique. Bien. La moindre brèche permet de s'immiscer. Le rôle du président est difficile, vous savez, parce que d'abord parce que c'est difficile de régler les temps de parole, mais c'est aussi difficile de se taire. Et sur cette question-là, je dois dire que ce que disait Daniel Salnave est quand même important. On ne fait pas de l'excellence avec n'importe quoi. Et ça, je crois qu'il faut quand même se le dire. On ne fabrique pas du sens avec des choses qui n'en ont pas. Il est des choses qui sont fondées sur du prévisible et de l'attendu et avec lequel le meilleur pédagogue ne fera vraisemblablement pas grand-chose. En tout cas, pas aussi bien qu'avec des parcours qui impliquent et qui exigent la découverte. Je me tais et je vous donne maintenant la parole. Question suivante qui est adressée à Monsieur Joël Deroné. Je lis. Vous dites
ouvrez les guillemets, faire pression sur les pouvoirs publics, fermez les guillemets, mais le principe de réalité. Les écoles ne sont pas encore correctement équipées de moyens modernes, photocopieurs, magnétoscopes, téléviseurs, etc. Comment, et le reste est souligné en rouge, comment faire pression aujourd'hui sur les pouvoirs publics pour doter les écoles de réseaux alors qu'elles n'ont pas encore les moyens modernes élémentaires? Une pression par l'éducation, par l'information, par l'expérience. Il y a beaucoup d'enseignants, et certains dans cette salle en sont des pionniers, qui ont utilisé l'informatique dans les classes malgré les échecs du plan informatique pour tous, en bricolant avec leurs élèves, avec des moyens du bord, pourrait-on dire. Et je pense que pour des réseaux interactifs multimédia, dont nous avons parlé, la meilleure des persuasions vis-à-vis des pouvoirs publics, ce sont les résultats. Alors c'est vrai que les lignes téléphoniques coûtent de l'argent, c'est vrai que les accès réseau coûtent cher, mais il est vrai aussi que ces outils sont en train de se démocratiser et que leur prix, heureusement, est en train de baisser. Moi, ce qui me préoccupe beaucoup plus que la pression par les résultats, ce sont les blocages culturels de nos dirigeants. Nos dirigeants, à la fois politiques et industriels, ont une vision aristocratique de la diffusion du savoir. Une diffusion aristocratique parce que, comme l'a très bien dit Michel Serres, nous restons dans une optique de concentration des savoirs ou de concentration des infrastructures qui permettent l'accès à ces savoirs, soit parce qu'on les concentre dans des très grandes bibliothèques, soit parce qu'on veut les diffuser par des très gros réseaux à très haut débit. La même approche est une approche aristocratique et non pas démocratique. Nos dirigeants, à la fois politiques et industriels, ont été formés aux mathématiques et au droit. Les mathématiques pour gérer les choses, ça s'appelle les grandes écoles d'ingénieurs, et le droit pour gérer les gens, ça s'appelle les grandes écoles d'administration. Or, d'une part les mathématiques et d'autre part le droit n'ont plus aujourd'hui les outils nécessaires pour comprendre la complexité. Et nos dirigeants politiques sont plus bloqués par ces enjeux, avec la vision pyramidale qu'ils ont de la société que nous quittons, pour rentrer dans la société en réseau dans laquelle nous entrons. Ce dont nous avons besoin, voyez-vous, pour moi, ce ne sont plus des pasteurs, mais des passeurs. Pas des pasteurs qui, au sens classique du terme, rassemblent les brebis galeuses ou guident les moutons de Panurge. Ceux qui sont en haut de leur pyramide et nous tout en bas à la base. Nous avons besoin de passeurs, au sens où Michel Serres l'entend dans son livre « Le passage du Nord-Ouest ». Des passeurs qui nous font traverser le labyrinthe, le dédale initiatique des choses pour nous permettre d'apprendre. Et c'est pourquoi ce qu'il a dit sur l'architecture des sites des nouveaux réseaux est fondamental. Les sites, ce sont des lieux de passage. Ce sont des lieux qui peuvent permettre de point en point de retrouver des itinéraires dans ce labyrinthe. Et ce qu'a fait Jules Verne, ou l'Odyssée, ou le voyage des enfants dans le Tour de France, c'est de recréer des liens par des villes, par des îles, par des points, d'être un passeur pour nous accompagner. Ces sites, aujourd'hui, sont plus seulement l'exploratorium de San Francisco ou la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Ce sont aussi des gens. Parce que l'on crée ce qu'on appelle des pages personnelles. Et des scientifiques, des enseignants créent leurs pages personnelles. Et cette page est un nœud du réseau, un lieu carrefour. Si vous allez, par exemple, sur ma page sur l'Internet, ma page s'appelle « Le Carrefour du futur ». C'est un lieu de passage. Je me sens être un passeur plutôt qu'un pasteur. Et je pense que ces mots que j'ai employés tout à l'heure, une conception aristocratique des connaissances et la notion de pasteur plutôt que celle de passeur, sont typiques l'illustration du passage d'une société pyramidale et verticale à une société en réseau. Les blocages culturels sont plus forts que les problèmes technologiques. Une question destinée à M. Pierre Léna. Les 500 000 exemplaires de l'Alchimiste nous apprennent certainement quelque chose de puissamment paradoxal qui correspond à un savoir. De quoi s'agit-il à votre avis? Bon, naturellement, je n'ai rien contre ce petit livre en tant que livre. Il est même très agréable à lire. Mais il me semblait signe d'un état d'esprit, de quelque chose qui est très répandu et qui est de l'ordre d'une grave confusion. C'est pour ça que je l'ai épinglé tout à l'heure. Confusion entre quoi et quoi? Finalement, la perception que la science, les savoirs ont désenchanté le monde. Avec leur démarche de découpage analytique, de catégorisation, le monde n'a plus de saveur.
Et pour restituer cette saveur, il y a évidemment plusieurs chemins possibles. Celui qui est proposé là, c'est de retourner dans un espace de l'indistinct, du grand tout avec une majuscule au début, peut-être une à la fin aussi, et que dans cet espace de l'indistinct, on retrouverait l'émotion de l'enchantement du monde. Alors moi je crois que ça c'est une fausse piste. Je crois naturellement qu'il faut enchanter le monde. Tout à l'heure, on a parlé de beauté. Michel Serres s'interrogeait sur ce qui permet, au fond, la connaissance se multiplie, elle est surabondante. Une magnifique démonstration de l'antinomie avec les biens marchands. Et si elle est à notre portée, pourquoi ne se multiplie-t-elle pas comme elle devrait le faire et peut le faire? Eh bien, sans doute parce qu'il manque un ingrédient qui est de l'ordre du désir. On a parlé de beauté. On ne va vers la connaissance que parce qu'on la désire, même si elle est à notre porte. Et comment faire naître le désir si le désir est absent? Problème fréquent dans l'existence. Eh bien, naturellement, la beauté est un moyen de le faire naître. Et à ce moment-là, on va retrouver la connaissance pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour ce chemin gratifiant et difficile de l'escalade vers les savoirs. Alors ce livre, évidemment, dans cette proposition de l'indistinct, il tente de répondre, me semble-t-il, à la quête de sens, au fond, parce que c'est ça qui met en mouvement. Et naturellement, ce n'est pas l'addition des savoirs qui fait sens, c'est la philosophie finalement, c'est-à-dire c'est l'intégration de ces savoirs au cœur d'une personne. Mais proposer le court-circuit qui consiste à faire l'économie de l'apprentissage, de la fréquentation des savoirs, mu par un désir qui est peut-être absent, pour aller dans l'immédiat vers la contemplation éblouie de la totalité, là je crois qu'il y a contresens. Je crois qu'on peut ajouter une dimension historique. Depuis que nous avons des témoignages, il y a toujours eu une sorte de tradition d'ésotérisme et de savoir obscur. Elle naît presque en même temps que la science, elle s'oppose même à elle. D'où vient-elle? Je m'associerai à ce que dit Pierre en disant, au fond, nous sommes tous attirés par le fait qu'on pourrait tout avoir sans rien payer. C'est-à-dire d'avoir une vision du monde comme ça, globale, sans faire aucun effort concernant la science, la culture, la lecture, etc. Que tout d'un coup, on aurait gratuitement cette totalité-là. Je crois que ces livres-là sont faux et obscurs, au fond parce qu'ils ne coûtent pas cher. Vous voyez, parce qu'ils ne vous coûtent rien. C'est un peu comme l'extase avec de la pharmacie. Pour avoir de l'extase, il faut s'en occuper, il faut courir 20 km ou travailler 8 heures ou aimer sa petite amie, il faut vraiment s'en occuper. L'extase avec la pharmacie, c'est pratiquement gratuit, c'est pour ça qu'elle est méprisable au fond. Eh bien, je crois que c'est la totalité sans rien payer. Et c'est pourquoi cette tradition a perduré à peu près pendant toute l'histoire et elle continuera. La seule chose, c'est que l'auteur qui vous propose de ne rien payer, lui, gagne beaucoup d'argent. Quelques rendez-vous cette semaine sur la 5e. Cet après-midi à 14 h, un rêve en héritage. Une famille paysanne au cœur du bush australien. Mardi 15 h, la Bibliothèque nationale de France, à quelques instants de son inauguration officielle. Mercredi 13h30, Passe-Partout. Une famille allemande et une famille française comparent leur mode de consommation. Jeudi 15 h, arrêt sur image, quand le président Chirac s'adresse à ses chers concitoyens. Vendredi 18 h, les grands tournants de l'histoire,
la Grande Muraille de Chine, un édifice plus vieux que le monde. On résume ces quelques rendez-vous? Cet après-midi à 14 h, un rêve en héritage. Mardi 15 h, la Bibliothèque nationale de France. Mercredi 13h30, Passepartout. Jeudi 15 h, arrêt sur image. Vendredi 18 h, les grands tournants de l'histoire. Bonne journée et excellente semaine sur la 5e. Bonjour, aujourd'hui c'est lundi et lundi c'est éclairci, mais également maladie. Maladie si vous ne prenez pas garde au froid hivernal. A tout de suite. « 1919, premier vol transatlantique sans escale. Aujourd'hui, les avions, leurs pilotes et des instruments de bord de plus en plus performants transportent des millions de passagers d'un continent à l'autre. Nous sommes quelque part entre Paris et Montréal, au-dessus de l'Atlantique, et notre 757 fait face à des vents d'ouest extrêmement violents. Le courant jet, ça varie d'heure en heure, de jour en jour, et c'est comme ça méandre, si vous voulez. Je peux vous montrer, c'est quand même donner une idée là, sur la carte. C'est comme une rivière, si vous voulez, qui méandre, et puis ça représente ça. C'est le courant jet qu'on a aujourd'hui qui traverse. Pour l'aller, alors d'ouest en est, alors le système de traque va être bâti pour être le plus possible dans le courant jet pour prendre avantage de ces vents, qui peuvent souffler facilement jusqu'à 300 km/h parfois. Alors ça nous donne un gros avantage pour aller vers l'Europe. Et puis pour le retour, alors là on essaie de s'éloigner le plus possible. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Le courant jet méandre un peu partout sur l'Atlantique. Donc, on l'a en pleine face, là, presque tout le long du vol. Alors, ce qui représente une différence d'environ 1h30 de plus à l'aller ou au retour. Vous pouvez voir ici la direction du vent avec la flèche et la vitesse qui est toujours... on travaille en nœuds. Alors, ça représente ici 116 nœuds de vent de face. Et notre vitesse par rapport au sol, ici, est de 355 c'est-à-dire nœuds, alors ce qui représente environ 710 km/h à cause des vents. Alors, en vent nul, on se promènera environ 850 km/h par rapport au sol. Alors, il y a quand même un bon 140 nœuds de moins là aujourd'hui à cause des vents qu'on a de face. En plus des vents, il y a des orages, et bien qu'ils soient rares dans l'Atlantique Nord, les avions sont équipés d'un radar à orage. Tous les appareils de nos jours ont un radar météo. Alors finalement, tout ce que ça nous permet de voir, c'est ce radar météo est reflété sur les gouttes d'eau qui se trouvent dans les nuages. Alors plus il y a d'eau dans le nuage, alors plus on va avoir une concentration, si vous voulez, sur le radar. Alors donc rouge qui serait une concentration énorme, jaune et finalement vert. Alors en voyant ça, on peut se faufiler souvent entre les orages. Par sécurité, les compagnies aériennes qui débutent dans les vols transatlantiques doivent suivre un itinéraire à moins de 60 minutes de vol des aéroports de dégagement. Cette route au nord allonge le parcours, le temps de vol, la consommation de carburant et donc